Partie 4. Dissolution de la connaissance. Chapitre 19. Les processus de la science moderne. Un des principaux titres qu'invoque depuis le siècle passé la civilisation occidentale pour justifier sa prétention d'être la civilisation par excellence, c'est à coup sûr sa science de la nature. D'après les critères du mythe de cette science, les civilisations précédentes ont été jugées obscurantistes et infantiles, proie de superstitions et de chimères métaphysiques et religieuses, exception faite de quelques découvertes dues au hasard, elles auraient ignoré le chemin de la vraie connaissance, qui ne peut être atteinte que grâce aux méthodes positives, mathématico-expérimentales élaborées à l'époque moderne. Science et connaissance sont devenus synonymes de science positive tout court, et c'est par rapport à celle-ci que l'épithète pré-scientifique en est venue à être un anathème sans appel frappant toute autre orientation du savoir. L'apogée du mythe de la science physique a coïncidé avec celui de l'ère bourgeoise, lors de la vogue du scientisme positiviste et matérialiste. Puis on a commencé à parler d'une crise de la science, et une critique interne de celle-ci s'est formée jusqu'au moment où l'on est entré dans une nouvelle phase, inaugurée par la théorie d'Einstein. En marge de celle-ci, le mythe scientiste a tout récemment repris de la vigueur avec une valorisation du savoir scientifique qui a parfois suivi de curieux développements. On a prétendu que la science actuelle a désormais dépassé la phase du matérialisme et qu'après s'être débarrassée des vieilles spéculations inopérantes, elle rejoint la métaphysique dans ses conclusions sur la nature de l'univers et offre des thèmes et des perspectives qui s'accordent avec les certitudes de la philosophie et même pour certains de la religion. Les articles de vulgarisation à la Reader's Digest, mis à part, certains savants comme Eddington, Planck et même Einstein ont fait de singulières déclarations de cet ordre. Une sorte d'euphorie est née, renforcée par les perspectives de l'âge atomique et de la seconde révolution industrielle, dont le point de départ se trouve précisément dans les découvertes de la physique la plus récente. Il ne s'agit là que du développement d'une des grandes illusions du monde moderne, de l'un des mirages d'une époque où, en réalité, les processus de dissolution ont directement envahi le domaine même de la connaissance. Il suffit pour s'en rendre compte de pénétrer de l'autre côté de la façade. Et quand il ne s'agit pas de vulgarisateurs, mais des savants eux-mêmes, quand il n'y a pas lieu d'y voir quelque chose de comparable au fin sourire entendu des augures mystificateurs dont parle Cicéron, on y trouve le témoignage d'une ingénuité que peut seule expliquer une limitation sans pareille des horizons intellectuels. La science moderne tout entière n'a pas la moindre valeur de connaissance. Elle se fonde même sur une renonciation formelle à la connaissance au sens vrai du terme. La forme motrice et organisatrice de la science moderne ne découle pas en effet de l'idéal de la connaissance, mais exclusivement de l'exigence pratique. On pourrait même dire de la volonté de puissance appliquée aux choses, à la nature. Qu'on nous comprenne bien. Nous ne parlons pas ici des applications techniques et industrielles, bien qu'il soit évident que la science leur doive principalement son prestige aux yeux des masses, parce qu'on y voit une sorte de preuve péremptoire de sa validité. Il s'agit au contraire de la nature même des procédés scientifiques dans la phase qui précède les applications techniques, la phase dite de recherche pure. En effet, la notion même de vérité au sens traditionnel est étrangère à la science moderne. Celle-ci s'intéresse uniquement à des hypothèses et à des formules permettant de prévoir avec le plus d'exactitude possible les cours des phénomènes et de les ramener à une certaine unité. Et comme il n'est pas question de vérité, comme il s'agit moins de voir que de toucher, la notion de certitude dans la science moderne se réduit à celle de la plus grande probabilité. Que toutes les certitudes scientifiques aient un caractère exclusivement statistique, les hommes de science le reconnaissent ouvertement. Et dans toute la dernière physique des particules, plus catégoriquement que jamais, le système de la science n'est qu'un filet qui se resserre toujours plus autour d'un quid qui, en soi, reste incompréhensible à seule fin de pouvoir le maîtriser en vue de buts pratiques.
Ces buts pratiques, répétons-le, ne concernent que dans un second temps les applications techniques. Ils servent de critères dans le domaine même qui devrait être celui de la connaissance pure, en ce sens que, même ici, la tendance fondamentale est de schématiser, d'ordonner la matière des phénomènes de la façon la plus simple et la plus maniable. Comme on l'a justement remarqué, une méthode s'est formée à partir de la formule simplex sigillum veri, qui confond la vérité ou la connaissance avec ce qui ne satisfait qu'un besoin pratique exclusivement humain de l'intellect. En dernière analyse, l'impulsion de connaître s'est transformée en une impulsion de dominer. Et c'est un savant, B. Russell, qui a reconnu que la science, de moyen de connaître le monde, est devenue un simple moyen de changer le monde. Nous ne nous étendrons pas sur ces considérations qui sont devenues de véritables lieux communs. L'épistémologie, c'est-à-dire la réflexion appliquée aux méthodes de recherche scientifique, a déjà reconnu honnêtement tout cela depuis longtemps, avec un Bergson, un Leroy, un Poincaré, un Meyerson, un Brunswick et tant d'autres, pour ne rien dire de ce que Nietzsche lui-même avait déjà bien vu dans ce domaine aussi. Ils ont mis en évidence le caractère absolument pratique, pragmatique et même pragmatiste des méthodes scientifiques. Sont vraies les idées et les théories les plus commodes pour l'organisation des données de l'expérience sensible. Et à cet égard, on fait, consciemment ou instinctivement, un choix entre ces données en excluant systématiquement celles qui ne se prêtent pas à un contrôle, tout ce qui, par conséquent, a un caractère qualitatif et unique, tout ce qui n'est pas susceptible d'être mathématisé. L'objectivité scientifique, entre guillemets, consiste uniquement à être prêt à tout moment à abandonner les théories et hypothèses en vigueur, dès qu'il s'en présente d'autres, susceptibles de mieux contrôler la réalité et de faire rentrer dans le système de ce que l'on avait déjà rendu prévisible et utilisable, des phénomènes qui n'avaient pas encore été étudiés ou qui semblaient irréductibles. Et cela en l'absence de tout principe valable, une fois pour toutes, par lui-même, en vertu de sa nature intrinsèque. De même, celui qui peut mettre la main sur un fusil moderne à longue portée abandonne aussitôt le fusil à pierre. C'est en partant de ces constatations qu'il est possible de mettre en évidence cette forme limite de la dissolution de la connaissance à laquelle correspond la théorie de la relativité d'Einstein. Seul un profane peut avoir cru, en entendant parler de relativité, que cette nouvelle théorie avait détruit toute certitude et presque ratifié une sorte de « cela est si cela vous paraît être » pyrrhandélien. En fait, il s'agit de quelque chose de très différent. En un certain sens, on approche au contraire avec cette théorie d'une certitude presque absolue, mais ayant un caractère purement formel. Un système cohérent de physique a été construit qui permet d'écarter toute relativité, de rendre compte de n'importe quel changement et de n'importe quelle variation de façon absolument indépendante de tout point de référence et de tout ce qui se relie aux observations et aux évidences de l'expérience immédiate, à la perception courante de l'espace, du temps, de la vitesse. On se trouve devant un système qui est absolu grâce à la souplesse qui lui confère sa nature exclusivement mathématique et algébrique. Ainsi, une fois définie la constante cosmique, en fonction de la vitesse de la lumière, en se servant d'équations de transformation pour éliminer une relativité donnée et pour éviter que celle-ci ne se trouve confirmée par l'effet d'expérience, il suffit d'introduire un certain nombre de paramètres dans les formules qui doivent rendre compte des phénomènes. On peut rendre cette situation compréhensible au lecteur ordinaire grâce à un exemple banal. Que la Terre se meuve autour du Soleil, ou que ce soit le Soleil qui se meuve autour de la Terre, c'est plus ou moins la même chose du point de vue einsteinien, qui repose sur la constante cosmique. Aucune des deux hypothèses n'est plus vraie que l'autre, mais la seconde exigerait l'adjonction de nombreux éléments supplémentaires dans les formules, et serait donc plus compliquée et moins commode pour les calculs. Mais pour une personne qu'un système plus compliqué et moins commode ne gênerait pas, le choix resterait libre.
Elle pourrait procéder aux calculs relatifs aux divers phénomènes en posant soit que la Terre tourne autour du Soleil, soit que le Soleil tourne autour de la Terre. Cet exemple banal et élémentaire montre clairement à quel genre de certitude et de connaissance conduit la théorie d'Einstein. Il importe toutefois de souligner qu'il ne s'agit ici de rien de nouveau et que cette théorie représente seulement la manifestation la plus récente et la plus évidente de l'orientation qui a caractérisé toute la science moderne. Très éloignée du relativisme vulgaire ou philosophique, la théorie en question est disposée à admettre les relativités les plus invraisemblables, mais se prémunit contre elles, pour ainsi dire, dès le départ. Elle entend donner des certitudes qui font abstraction de celles-ci ou les préviennent, et qui, comme nous le disions, sont donc d'un point de vue formel presque absolu. Et si l'on constatait une révolte quelconque de la réalité, un ajustement adéquat rendrait au système son caractère absolu. Ce genre de savoir, et ce qu'il présuppose, appelle quelque autre commentaire. La constante cosmique est une notion purement mathématique, si bien que même lorsqu'on parle à son propos de vitesse de propagation de la lumière, il ne faut pas plus imaginer ni vitesse, ni lumière, ni propagation, mais n'avoir à l'esprit que des chiffres et des signes. Si quelqu'un, ne se contentant pas du symbole mathématique, s'avisait de demander à ses savants ce qu'est la lumière, ceux-ci prendraient un air étonné et ne comprendraient même pas la question. Et tout ce qui procède de ce point de départ dans la physique la plus récente participe rigoureusement de sa nature. La physique est complètement algébrisée. Avec l'introduction de la notion de continuum pluridimensionnel, la dernière base sensible et intuitive qui subsistait dans la physique d'hier et qui correspondait aux catégories pures et schématiques de la géométrie dans l'espace est totalement mathématisée elle aussi. Espace et temps ne sont ici qu'une seule chose, forment un continuum exprimé lui-même par des fonctions algébriques. En même temps que la notion courante et intuitive que l'on en avait, disparaît aussi celle de force, d'énergie, de mouvement. Par exemple, pour la physique d'Einstein, le mouvement d'une planète autour du Soleil signifie seulement que dans le domaine correspondant du continuum spatio-temporel, il y a une certaine courbure, terme qui ne doit rien faire imaginer non plus qu'on y prenne garde, car il s'agit de nouveau de pure valeur algébrique. La notion d'un mouvement produit par une force s'amenuise en celle d'un mouvement abstrait suivant la ligne géodésique, la plus courte, et correspondrait approximativement, dans le milieu où nous nous trouvons, à l'arc d'ellipse. Comme dans ce schéma algébrique, il ne reste plus rien de l'idée concrète de force. Il y a encore moins de place pour l'idée de cause. Le spiritualisme qu'allèguent les vulgarisateurs dont nous avons parlé parce que l'idée de matière a disparu dans la nouvelle physique, que la notion de masse a été réduite à celle d'énergie, ce prétendu spiritualisme est une absurdité, parce que masse et énergie se réduisent ici aux valeurs convertibles d'une formule abstraite et que le seul résultat de tout cela est d'ordre pratique. L'application de la formule au contrôle des forces atomiques. Ceci mis à part, tout est consumé par le feu de l'abstraction algébrique, associé à un expérimentalisme radical, c'est-à-dire à l'enregistrement des simples phénomènes. Avec la théorie des quanta, on a l'impression d'entrer dans un monde kabbalistique, au sens populaire du terme. De même que les résultats paradoxaux de l'expérience de Michelson-Morley ont été à l'origine de la théorie d'Einstein. De même, un autre paradoxe, celui de la discontinuité et de l'improbabilité constatée par la physique nucléaire après que le processus des radiations atomiques ait été exprimé en quantité numérique. Pour le profane, il s'agit à peu près de la constatation du fait que ces quantités ne forment pas une série continue, comme si l'on disait que dans la série des nombres, le 3 n'est pas naturellement suivi du 4, du 5, etc., mais que du 3, l'on doit sauter un autre nombre, sans qu'intervienne non plus la loi des probabilités. Ce nouveau paradoxe, disons-nous, a conduit à une algébrisation encore plus exaspérée avec la mécanique des matrices utilisée pour en venir à bout. Et en outre, à une expression nouvelle et complètement abstraite de lois fondamentales comme celle de la constance de l'énergie,
de l'action et de la réaction, etc. Ici, on n'a pas seulement renoncé à la loi de la causalité, remplacée par des moyennes statistiques parce qu'on a cru avoir affaire au pur hasard. Il y a plus. Lors des tout derniers développements de cette physique, on a découvert ce paradoxe qu'il faut renoncer aux vérifications expérimentales. On a constaté en effet que celles-ci ne donnent pas des résultats constants, mais variables. La façon dont on organise une expérience a pour effet que l'on obtient tantôt un résultat et tantôt un autre, parce qu'elle influe sur l'objet de l'expérience, l'altère. Il s'agit des valeurs fonctionnellement interdépendantes de position et de quantité de mouvement. Et l'on peut opposer à une description donnée des phénomènes concernant des particules, une autre aussi vraie. Ce n'est pas l'expérimentation dont les résultats resteraient ainsi indéterminés, mais bien une pure fonction algébrique, la fonction de l'onde, qui a paru apte à fournir des valeurs sûres dans ce domaine. Des entités mathématiques qui, d'une part, surgissent comme par magie, en pleine irrationalité, mais d'autre part sont ordonnées en un système entièrement formel de production algébrique, doivent donc épuiser, selon cette dernière théorie, qui complète celle de la relativité d'Einstein, tout ce qui, en ce qui touche le fond de la réalité sensible, peut être positivement vérifié et contrôlé en formule. Ce sont là intellectuellement les coulisses de l'ère atomique qui vient donc de commencer de pair avec la liquidation définitive de toute connaissance au sens propre. Un des principaux représentants de cette récente physique, Heisenberg, l'a admis de façon explicite dans un de ses livres. Il s'agit d'un savoir formel, fermé sur lui-même, exact au plus haut point dans ses conséquences pratiques, mais à propos duquel on ne peut parler d'une connaissance du réel. Pour la science moderne, dit-il, l'objet de la recherche n'est plus l'objet en soi, mais la nature en fonction des problèmes que l'homme se pose. La conclusion logique étant que dans cette science, l'homme ne rencontre désormais que lui-même. Il y a un aspect par lequel cette science toute moderne de la nature représente une sorte d'inversion ou de contrefaçon de cette notion de catharsis ou purification qui, dans le monde traditionnel, fut étendue du domaine moral et rituel au domaine intellectuel, en vue d'une ascèse intellectuelle qui, en surmontant les perceptions fournies par les sens animaux et plus ou moins mêlées aux réactions du moi, devait acheminer vers une connaissance supérieure, vers la vraie connaissance. Il y a eu en effet quelque chose de ce genre dans la récente physique algébrisée. En se construisant, celle-ci s'est graduellement libérée de toutes les données immédiates de l'expérience sensible et du sens commun, et en outre de tout ce que l'imagination pouvait offrir comme appui. Comme on l'a dit, toutes les notions courantes d'espace, de temps, de mouvement, de causalité tombent l'une après l'autre. Tout ce que peut suggérer la relation directe et vivante qui unit l'observateur aux choses observées devient irréel, insignifiant et négligeable. C'est donc comme une catharsis qui consume tous les résidus de sensibilité, mais pour mener non à un monde supérieur, au monde intelligible ou monde des idées, comme dans les antiques écoles de sagesse, mais au règne de la pure pensée mathématique, du nombre, de la quantité indifférente au règne de la qualité, au règne de la forme signifiante et des forces vivantes. Un monde spectral et kabbalistique, extrême exaspération de l'intellect abstrait, où il ne s'agit plus ni des choses ni des phénomènes, mais presque de leurs ombres ramenées à un commun dénominateur, gris et indifférent. On peut donc bien parler d'une contrefaçon du processus d'élévation de l'esprit au-delà de l'expérience sensible humaine, processus qui, dans le monde traditionnel, avait pour résultat non la destruction, mais l'intégration des évidences de cette expérience et l'enrichissement de la perception ordinaire et concrète des phénomènes de la nature, grâce à celle de leur aspect symbolique et intelligible.